Bonjour à tous, bonjour à tous les courageux qui ont tenu jusqu'à maintenant. C'est la dernière, le dernier débat de ces journées très riches, et pour les enrichir encore un peu, on va examiner un aspect dont on a peut-être un peu moins parlé et qui est pourtant absolument essentiel, et vous en entendez parler évidemment tous les jours. C'est celui de la géopolitique. Dans géopolitique, il y a géographie évidemment, et puis il y a politique, les deux éléments qui finalement nous constituent. Alors, on a beaucoup parlé de la transition énergétique et écologique pendant ces 2 jours. C'est déjà, on l'a vu, extrêmement complexe, mais il y a un facteur totalement imprévu qui a complexifié encore plus la chose. Et c'est que un certain 24 février 2022, la Russie a décidé d'envahir l'Ukraine, et ça a eu des conséquences géopolitiques absolument considérables. On les voit évidemment tous les jours dans le prix du gaz et dans l'inflation qui s'est installée dans nos pays. Alors, est-ce que cette géopolitique est là pour durer? Comment elle se constitue? Est-ce qu'on a basculé dans un nouveau monde? Est-ce qu'on va passer finalement d'une géopolitique plutôt traditionnelle, basée sur notamment l'importance du pétrole, à une autre dont on peine encore à définir les contours? C'est tout cela dont nous allons discuter avec nos invités maintenant. Je vous les présente rapidement. Alors, à côté de moi, Elle Christophersen. Vous êtes directrice générale stratégie innovation chez Total Energy, membre du comité exécutif. À ses côtés, donc Marc-Antoine Elmazega, vous êtes spécialiste de la transition, de l'énergie, transition énergétique, etc. à l'Institut français des relations internationales, l'IFRI. Et puis enfin Jean-Michel Valentin, vous êtes spécialiste de la géopolitique, du climat, de l'énergie. Vous avez écrit de nombreux ouvrages sur la question, et donc vous nous apporterez aussi un éclairage qui ira probablement au-delà de la seule question énergétique. Alors, je voudrais commencer à vous interroger tous finalement sur justement revenir un peu sur ce fameux 24 février 2022. La Russie décide d'envahir l'Ukraine. Et chacun, je vais vous demander de me dire si, pour vous, c'est un événement majeur qui est en train de changer la géopolitique, quelles leçons on peut en tirer. Alors peut-être, Elle, vous lancez à l'eau. Écoutez, merci. Oui, bonjour tout le monde. Est-ce que c'est un événement géopolitique majeur? Je pense que la réponse, c'est forcément oui. On se retrouve avec une Russie mise au banc des pays occidentaux. Donc notamment l'Europe et les États-Unis, beaucoup moins, et on s'en rend peut-être pas tellement compte quand on est en France, mais la Russie n'est pas du tout mise au banc par la Chine, le Moyen-Orient, l'Inde ou l'Afrique. Mais en tout cas, c'est clair que ça change totalement nos relations avec ce pays. Et les conséquences, il y en a plein, mais peut-être une des conséquences importantes, rappelez juste ça. Et je vais passer la parole aux autres personnes autour de moi. Mais quand il y a eu la crise Covid en avril 2020, l'OPEP, qui est donc l'Organisation des pays producteurs de pétrole, a fait une alliance, après avoir déclenché une guerre des prix, a fait une alliance avec la Russie et quelques autres pays qui s'appelle l'OPEP+. Et donc on est dans un monde depuis avril 2020 où environ 40% de la production de pétrole provient de cette coalition entre l'OPEP, la Russie et quelques autres pays. Donc, ne serait-ce que pour cela, le fait de s'être fâché pour des bonnes raisons avec la Russie change bien sûr la donne, à la fois géopolitique et énergétique, et on pourra en reparler si vous le souhaitez. Et si on envisage juste la question du pétrole, est-ce que ça veut dire finalement que ça donne encore plus d'importance à la région du Golfe ? Alors oui et non, au sens où de toute façon cette région elle joue un rôle très important dans l'approvisionnement en pétrole du monde, environ 30% pour faire simple. Cela étant, on a entendu aussi parler de la révolution du pétrole et du gaz de schiste aux États-Unis. Ça fait quelques années déjà que les États-Unis sont redevenus le premier producteur de pétrole au monde. Devant la Russie et devant l'Arabie Saoudite. Ils ont joué la carte de l'indépendance énergétique en
misant sur le schiste. Et donc aujourd'hui, on parle beaucoup aussi de pétrole en provenance des États-Unis. Et je voudrais juste ajouter et contraster ce marché du pétrole avec celui du gaz, qui est beaucoup moins important dans le budget russe, mais en gros, pour faire simple, le marché du pétrole, c'est un marché fluide. Un pétrole produit dans une partie du monde peut arriver à une autre partie du monde parce que le pétrole ou les produits pétroliers se transportent facilement par tanker. Le gaz, c'est tout l'inverse. Le gaz, c'est un marché qui est essentiellement rigide parce que le gaz se transporte très facilement par gazoduc et beaucoup moins facilement par quelque autre moyen que ce soit. On parle beaucoup de GNL en ce moment en Europe et notamment en Allemagne qui avait misé tout sur des gazoducs entre son pays et la Russie. Le GNL, c'est 15% du marché mondial du gaz. C'est-à-dire que le marché du gaz est un marché très peu flexible. Et c'est pour ça qu'il y a aujourd'hui une flambée sur les prix du gaz en raison donc de la dépendance européenne et allemande significativement, mais pas seulement allemande au gaz russe. Mais il y a aussi une tension forte sur le marché du GNL parce que finalement tout le monde a envie de se procurer la part du gaz qui est facile à transporter, qui est le GNL et qui donc est toute petite. Voilà, donc on peut finalement en conclure que cet événement, il a eu une conséquence en fragilisant considérablement l'Europe et à l'intérieur de l'Europe, l'Allemagne. Oui. Alors, mais il redistribue les cartes entre la Russie et d'autres pays. Voilà, tout à fait. Alors, Marc-Antoine Elmazega, qu'est-ce que vous retirez, vous, comme enseignement de cet événement de février 2022 ? Pour poursuivre, je crois que on n'est qu'au début des conséquences que l'on va mesurer et il y a plusieurs trajectoires possibles. Parce que la Russie, lorsqu'elle attaque le 24 février, elle est en position de force stratégique parce que les prix du gaz et du pétrole sont trop plus hauts. Contrairement à 2014, lorsqu'elle fait la première attaque de l'Ukraine, vous vous en souvenez, avec l'annexion de la Crimée et puis la guerre dans le Donbass, où là, les prix s'étaient effondrés. Donc là, c'est une situation stratégique favorable, donc Poutine prend sa décision d'attaquer. Et c'est vrai que depuis, ça se maintient. La Russie est une superpuissance énergétique. C'est le premier exportateur de gaz au monde. C'est le troisième exportateur de pétrole, ça dépend, ou de liquide d'hydrocarbures, ça dépend de tout ce qu'on prend en compte. C'est l'un des grands exportateurs de charbon. Il allait se hisser au 4e rang mondial des exportations de gaz naturel liquéfié. Donc c'est absolument colossal. Et ce pays-là, on sait qu'on va progressivement, et on est en train de le faire, nous découpler, nous Européens, de la Russie sur le plan énergétique. C'est déjà le cas dans le charbon, ça commence dans le gaz, et c'est évidemment très compliqué, et on est en crise. Ça commence dans le pétrole, mais la Russie reste présente sur les marchés mondiaux, et l'une des grandes questions, c'est de savoir jusqu'à où va aller ce découplage. Est-ce qu'elle va réussir à rediriger une partie de ses flux? C'est un peu le cas déjà dans le pétrole, vers l'Inde, vers la Chine. Mais au fond, la question que cela pose pour nous, qui étions sur le point d'amorcer une accélération de la transition énergétique en Europe, c'est la suivante. C'est que jusqu'au cours des dernières années, on s'est tous endormis stratégiquement parce qu'on a considéré que les hydrocarbures, c'était le monde du passé, qu'on n'avait plus besoin de se préoccuper de sécurité des approvisionnements pétrolières et gazières, que d'ailleurs la sécurité des approvisionnements électriques ça compte pas parce qu'il suffit d'additionner les renouvelables et puis de mettre des interconnexions avec nos voisins, et que le seul enjeu c'est de se fixer des objectifs toujours plus importants de décarbonation et puis d'avancer et d'avoir un discours voilà. Enfin, voilà. Maintenant en fait on se rend compte que il y a des défis immenses. La sécurité des hydrocarbures, c'est la priorité numéro 1. Or, on a sous-investi politiquement, financièrement, etc. Tout cela. Deux, en fait, on est très peu avancé dans la transition. La plupart des pays ont encore 80-85% en Europe d'hydrocarbures dans leur mix énergétique. Donc, les éoliennes qu'on voit, les panneaux solaires, tout ça, c'est trompe-l'œil. La troisième chose, c'est qu'on est encore dans un monde qui fait des choix idéologiques, donc on préfère garder du charbon, sortir du nucléaire. Alors il faut savoir ce qu'on veut, mais on sait toujours pas dans un certain nombre de pays. La quatrième chose, c'est que maintenant, l'acceptabilité sociétale, c'est absolument essentiel. On n'y avait pas du tout pensé, mais c'est clé. L'autre chose qui est absolument clé, c'est la compétitivité des entreprises. On est en train, là, de tuer notre industrie lourde en Europe. On ne sait pas jusqu'à où, etc. Mais enfin, ça a commencé, c'est très grave. Et la quatrième chose, celle-là, elle est essentielle, c'est finalement le contrôle sur les chaînes de valeur industrielles. Une dimension qui nous avait aussi largement échappé ces 10 dernières années et qui pourtant là devient absolument essentielle. Et on en reparlera sans doute, les technologies digitales et bas carbone vont jouer un rôle là majeur. Alors,
Je l'ai pas dit en vous présentant, Marc-Antoine Manet, mais vous avez la chance d'avoir la double nationalité française et allemande. Vous avez fait une partie de vos études en Allemagne. Vous connaissez bien ce pays. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que l'Allemagne est la principale victime de ce changement géopolitique? Oui, l'Allemagne, c'est un cataclysme pour l'Allemagne. C'est l'effondrement de toute sa politique étrangère qui a commencé sous Willy Brandt dans les années 70. Donc c'est absolument épouvantable pour ce pays. C'est la faillite généralisée de sa classe politique, parce que tous les partis politiques allemands étaient alignés sur l'alliance avec la Russie, le gaz pas cher, la confiance absolue dans la Russie, et puis surtout l'idée que les énergies renouvelables plus le gaz font finalement la meilleure trajectoire de transition énergétique, quitte à garder un peu de charbon. Mais c'est aussi la faillite de la France, parce que nous avons aujourd'hui 32 réacteurs nucléaires à l'arrêt. Les crises de l'énergie ne sont pas toutes importées, c'est pas tout le fait de la Russie ou de déséquilibres mondiaux sur l'offre ou là-dedans. Non, c'est aussi un gros problème en France sur le secteur électrique, sur la production, parce qu'on a complètement négligé le secteur du nucléaire depuis 20 ans, parce qu'on a insuffisamment investi dans les énergies renouvelables, et parce qu'on a considéré que le système énergétique français pouvait avancer tout seul, finalement, sans prise en compte stratégique d'un certain nombre d'enjeux. Donc, il y a aussi d'immenses défis côté français, et à l'échelle européenne, le drame, c'est que vous avez la France extraordinairement affaiblie, l'Allemagne extraordinairement affaiblie, l'Italie également. C'est une situation inédite. Alors, Jean-Michel Valentin, donc vous êtes un grand spécialiste, notamment des relations entre les États-Unis et la Chine. Vous avez écrit un livre récemment qui s'appelle l'aigle et le dragon et la crise planétaire, quelque chose comme ça. Voilà. Donc, quels enseignements vous tirez de ce bouleversement géopolitique de 2022? Alors, pour vous répondre, j'ai envie de rebondir évidemment sur ce qu'ont dit mes deux co-intervenants, mais aussi sur votre présentation, en disant est-ce que nous sommes en train de passer d'un monde à l'autre? Ça ne me paraît absolument pas évident, parce que quand on se demande si on passe d'un monde à l'autre, c'est une définition parfaite de la crise. La crise, c'est le moment de transition, ce concept qui nous rassemble tous aujourd'hui, entre un état d'équilibre X qui va vers un état d'équilibre Y avec le moment de transition. Est-ce que nous allons vers un nouvel état d'équilibre? C'est pas du tout évident, parce que la guerre en Ukraine se combine quasiment depuis son démarrage avec toutes les tensions qui sont aussi propres au changement climatique. C'est-à-dire que la guerre a commencé le 24 février, dans la nuit du 23 au 24, pour être tout à fait précis, et depuis, d'un strict point de vue géopolitique, elle entraîne le rapprochement de l'adhésion à l'OTAN de la Finlande et de la Suède, qui sont deux pays arctiques, sachant que l'Arctique est complètement déstabilisé par le changement climatique et que ça a des effets géopolitiques tout à fait majeurs, que ça fait de la Turquie un acteur international extraordinairement puissant, puisque c'est la Turquie qui littéralement a décidé de l'adhésion de la Finlande et de la Suède, faisant de la Turquie un acteur dans l'Arctique, ce qui est tout à fait extraordinaire, mais aussi une sorte d'intermédiaire entre la Russie et le reste du monde pour débloquer une partie, et une partie seulement, des exportations de céréales ukrainiennes vers le reste du monde. Par ailleurs, pendant que la guerre commençait et se déployait, une série de vagues de chaleur sont venues aggraver des situations de sécheresse en Argentine, en Inde, dans le Middle West, engendrant des tensions agricoles extrêmement fortes, d'où une accélération de l'inflation des prix alimentaires qui est ressentie douloureusement en Europe, mais très violemment dans les pays les plus défavorisés,
avec des émeutes du pain qui ont déjà commencé en Égypte, dans un certain nombre de pays d'Amérique latine, etc. Donc, la guerre en Ukraine, c'est une crise géopolitique qui se combine aux effets du changement climatique, sachant que dans l'expression changement climatique, le mot important, c'est changement. Changement permanent. Non pas, malheureusement, passage d'un état à un autre, mais d'un état X à un changement permanent. Donc on a une crise géopolitique qui est en train de se combiner à un changement planétaire tout à fait permanent. D'où, et nous y reviendrons, l'importance absolument majeure de la transition énergétique. Alors justement, est-ce que, au regard, je le disais tout à l'heure, de cette espèce de duopole qui s'était installé ces dernières années, notamment suite aux décisions de Donald Trump aux États-Unis entre la Chine et les États-Unis, est-ce que ça a modifié cet équilibre? Est-ce que ça l'a modifié, par exemple, en faveur de la Chine ou en faveur des États-Unis qui sont revenus finalement sur le théâtre européen qu'ils avaient abandonné et qui, eux, sont indépendants énergétiquement? Est-ce que ça a modifié ces équilibres? Tout est en train de se modifier à une vitesse tout à fait étonnante. Quand on évoque la relation entre les États-Unis et la Chine, depuis le début des années 1980, le lien économique entre les États-Unis et la Chine est un lien qui n'a fait que se densifier, avec les industries américaines partant en Chine et la Chine achetant des bons du Trésor américain. Ce rapprochement des deux économies est tel qu'un historien économiste assez génial du nom de Niall Ferguson qualifie ce rapprochement de chimérica. La Chine, l'Amérique, devenant une espèce de machin hybride, la chimérica, mais qui est extrêmement réelle, et qui d'ailleurs consomme une telle quantité d'énergie que la relation États-Unis-Chine produit 45% des émissions de gaz à effet de serre. C'est un hybride en voie de scission quand même. C'est tout l'enjeu. Et ce que la crise en Ukraine est en train de révéler, c'est que d'un côté, la chimérica est en pleine crise, mais une crise géopolitique et militaire, une crise commerciale lancée par Donald Trump qui a lancé la guerre des tarifs douaniers entre les États-Unis et la Chine, mais néanmoins, les relations économiques entre la Chine et les États-Unis sont toujours extraordinairement denses. Mais par ailleurs, les relations commerciales et économiques et énergétiques et alimentaires entre la Chine et la Russie sont extraordinairement denses et de plus en plus denses. Il faut remarquer que le 24 février 2022, la Chine a autorisé l'importation de céréales russes, ce qu'elle ne faisait pas jusque-là. Et que entre janvier et mars 2022, le volume d'échanges commerciaux entre la Chine et la Russie a augmenté de 30%. Donc, comme c'était évoqué à l'instant, la Russie n'est pas isolée. En revanche, il y a une refonte profonde des relations géopolitiques dans un contexte général de ressources et d'enjeux énergétiques et climatiques qui sont en train de complètement se modifier. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, en fait, la Chine, à la fois, semble quand même essayer de placer ses pions dans cette nouvelle donne, et en même temps se prépare à devenir aussi incontournable dans la transition énergétique. On connaît son poids ultra dominant dans le solaire, ils sont extrêmement puissants dans l'éolien, ils ont aussi une politique extrêmement active dans le domaine des ressources minérales pour tout ce qui est électrification. Elie Kristoffersen, est-ce que la Chine finalement c'est le gagnant de ce nouveau jeu géopolitique?
Alors, je voudrais d'abord ajouter quelque chose à la première série d'échanges et de discussions, juste pour dire peut-être quelque chose d'évident, mais que finalement, je crois que c'est important de le rappeler. Quand on parle d'énergie, on parle d'un bien essentiel, et donc tous les politiques, mais aussi tous les citoyens de la Terre, en gros, on aimerait que cette énergie elle soit la moins chère possible, donc abordable en prix. On la souhaite sûre, on voudrait pouvoir allumer la lumière chaque fois qu'on en a besoin, ou se chauffer en hiver. Et de plus en plus, et c'est ce que vous avez expliqué, et dans certains pays en tout cas, les pays les plus riches en particulier, on cherche bien sûr à décarboner cette énergie. Et finalement, ce qui arrive là en Europe, mais ce qui arrive aussi un peu dans le monde, avant d'arriver dans les effets maintenant de décarboner, transition, etc., c'est juste qu'on redécouvre ce qui est une platitude quand on est dans le métier, mais c'est que c'est très difficile de réconcilier les trois. Une énergie qui soit pas chère, qui soit verte, à l'instant T, ou même depuis 10 ans, et qui soit sûre, c'est très difficile. Et je voudrais juste défendre l'Allemagne. Vous êtes allemand, moi je suis danoise, mais juste pour dire que les dirigeants allemands, ils ont vu quoi? Ils ont vu un gaz accessible par gazoduc de la part de la Russie, qui arrivait en plus dans l'ancienne Allemagne de l'Est. C'était accessible, ça avait l'air fiable. Pourquoi? Parce que le principe d'un gazoduc, c'est que les deux bouts sont dépendants. Et donc les Russes semblaient aussi dépendants des débouchés européens et allemands en particulier, mais pas seulement allemands. Et puis, donc, c'était pas cher, ça semblait fiable, et par rapport au charbon, l'Allemagne est un grand pays charbonnier, c'est 2 fois moins émetteur de CO2. Donc, c'est juste pour dire qu'il y avait des raisons quand même qui ont fait que l'Allemagne a privilégié ça. L'ironie et l'horreur pour l'Allemagne aujourd'hui, c'est que c'est un des grands pays européens les plus consommateurs de gaz qui a choisi de ne pas avoir de terminaux d'importation de GNL. Alors que les pays baltes, dès qu'ils ont quitté l'ancien empire soviétique, ils sont empressés de construire ou des tuyaux ou des terminaux d'importation de gaz, des tuyaux bien sûr dépendant pas de la Russie, pareil pour la Pologne. L'Allemagne n'a pas bougé. Elle a fait un gazoduc supplémentaire en fait. Voilà, elle a effectivement fait un gazoduc supplémentaire et même était en train de finaliser un deuxième gazoduc. Voilà. Et c'est juste pour dire que voilà, ce monde est compliqué, le monde de l'énergie, et concilier quelque chose qui soit sûr, qui soit de l'ordre de la souveraineté, en fait, qui soit fiable, qui soit peu cher et qui soit le plus décarboné possible, c'est pas simple. Sinon, tous les pays auraient déjà mis en œuvre la solution. Voilà. Alors, on arrive à votre question. Voilà. Oui. Alors, avant de parler de la Chine, donc, juste pour rebondir sur ce que vous dites, on sait que Total Energy, comme pas mal d'autres pétroliers, notamment européens, ont beaucoup misé sur le gaz comme la manière de faire la transition entre les énergies fossiles et les énergies renouvelables avec une stratégie à 2040-2050. Est-ce que ce qui se passe aujourd'hui est en mesure de compromettre un petit peu ce pari sur le gaz? Alors, je ne crois pas. Parce que je vais vous expliquer pourquoi, et puis je voudrais surtout déjà dire que notre positionnement à nous, mais on n'est pas là pour parler de Total Energy, mais c'est dans le GNL justement. C'est sur ce marché qui fait 15% en gros du marché mondial du gaz, et c'est ce marché du gaz, donc le gaz naturel liquéfié, qui permet de servir des besoins d'un consommateur de gaz ou qui soit à partir d'une origine, voilà, comme le pétrole. Et donc nous on mise là-dessus. Et c'est les pays asiatiques, Japon en tête, Chine, Taïwan, Corée, etc. Ils manquent de ressources, ils ont du charbon, ils voudraient décarboner, donc ils misent sur le gaz. Et donc voilà, nous, je ne pense pas donc que la crise actuelle mette en cause cette stratégie à laquelle évidemment on croit beaucoup. Et encore une fois, c'est presque ironique, mais l'Europe n'était pas un grand marché pour le GNL et le devient. Donc à court terme, en tout cas, on se retrouve avec un marché européen ultra dynamique, ce qui tire les prix à la hausse, et les pays consommateurs de GNL asiatiques qui doivent encore accepter des hausses de prix, sinon tout file en Europe. Donc à court terme, c'est clair que ça ouvre plutôt des nouveaux marchés même. D'accord. Voilà. Alors la Chine. Alors moi je suis pas experte en géopolitique, au contraire de mes deux co-intervenants. Ce qui est clair pour moi, c'est que la Chine a depuis longtemps identifié tout ce qui est industrie propre, décarbonée et comme un marché cible où elle veut dominer.
Voilà. Alors, est-ce que ça change la géopolitique? C'est un autre sujet, mais on peut prendre l'exemple des véhicules électriques. La Chine a, depuis très longtemps, comme elle sait le faire, c'est un pays qui planifie longtemps à l'avance et qui a une politique industrielle digne de ce nom, comme d'ailleurs les États-Unis. Mais la Chine a décidé d'être le leader mondial des véhicules électriques, n'étant pas du tout un leader des véhicules thermiques. Pareil pour les batteries, il y a encore pas si longtemps, c'était la Corée et le Japon qui dominaient le marché des batteries pour les véhicules électriques. La Chine est en train de reprendre la main sur tout ça. Et puis, vous l'avez dit, mais on peut le rappeler, les panneaux solaires, il y a 10 ou 15 ans, les sociétés qui étaient leaders pour la fabrication de panneaux solaires dans le monde, c'était des sociétés, des entreprises européennes et américaines. Aujourd'hui, 9 panneaux solaires sur 10 proviennent de la Chine. Et je finis là-dessus. Turbine pour éolienne, donc ce qui fait marcher une éolienne. Aujourd'hui, les leaders, c'est un Danois, c'est GE et c'est Siemens, un Allemand. Et il y a ce sujet clé des prix et donc de ce que j'appelle le coût de l'énergie, hein, et donc nous ce qu'on paye, le fait que ce soit le moins cher possible. C'est donc 3 sociétés du monde occidental qui dominent aujourd'hui les turbines éoliennes. La Chine a comme ambition claire de prendre la suite. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui quand il y a des appels d'offres? Les acteurs qui répondent à ces appels d'offres, ils peuvent répondre avec de la technologie occidentale ou acheter de la technologie chinoise moins chère. Et donc, c'est compliqué. Parce que si vous voulez privilégier des prix les plus bas, vous allez être tenté d'acheter chinois. Mais c'est une histoire qu'on connaît bien. Ça. Voilà. Et on l'a vu sur les panneaux. On l'a vu sur les panneaux solaires. Donc voilà, il faut choisir. Et donc je vais laisser la parole aux autres intervenants, mais c'est peut-être une bonne idée de favoriser un peu les industries occidentales, européennes et françaises, puisque nous sommes en France, dans cette transition. Plutôt que de ne viser que les prix les plus bas, parce que ça va avoir tendance à favoriser peut-être un pays comme la Chine. Alors Marc-Antoine Almazega, là on a dressé un tableau de la géopolitique actuelle, la Russie, on a parlé un peu du Golfe, etc. Et puis voilà, il y a l'ombre chinoise, si j'ose dire, qui plane au-dessus de tout ça et qui on a l'impression qu'elle est déjà un petit peu en train de parier sur le coup d'après. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que bien sûr qu'elle essaie évidemment de parier sur le coup d'après et elle a énormément d'atouts et d'ailleurs en passant, elle va investir en Europe, aux États-Unis pour produire ses batteries, ses panneaux solaires, ses véhicules électriques, etc. Parce que elle s'adapte à nos politiques industrielles. Et in fine, tant mieux, il faut garder un monde quand même raisonnablement ouvert, tant sur le plan commercial, etc. Mais l'enjeu aussi pour la Chine, elle a bien compris, c'est de produire localement, créer des emplois locaux, réduire l'empreinte carbone liée aux chaînes logistiques, etc. Donc finalement, il y a aussi cette dimension-là qui est intéressante. Mais j'aimerais peut-être rebondir sur un phénomène qui nous touche tous, à la fois la Chine, à la fois l'Europe, à la fois l'Amérique latine à laquelle vous faisiez référence tout à l'heure, c'est celui de l'impact croissant de la météo sur le système électrique et plus largement sur le système énergétique. Et ça va avoir des impacts absolument colossaux et personne n'a la réponse actuellement à ça. Je m'explique. L'hydroélectricité joue un rôle majeur dans le monde de flexibilité. Or, les rythmes pluviométriques sont de plus en plus incertains. Et on a observé des phénomènes de sécheresse absolument immenses qui affectent évidemment le secteur agricole, mais aussi le secteur de l'hydroélectricité. Donc on a un vrai problème d'équilibrage. On a vu ça en Chine d'ailleurs récemment, vous ne l'avez pas cité, mais dans le Sichuan en ce moment. Brésil, en Turquie, au Brésil, en Espagne, en France, un peu partout. En Norvège. En Norvège, bien sûr. On a le problème du nucléaire qui a un souci de refroidissement. Évidemment, on a les pics de chaleur, on a les pics de froid. Et la question, c'est donc comment assurer la flexibilité de ce système électrique, parce que quand il fait très chaud, il n'y a pas de vent. Généralement, c'est la même chose partout, etc., etc. Et donc, comment on fait? Alors, il y a bien sûr la solution du gaz, et c'est pour ça que je suis d'accord, le gaz va rester. La question, c'est le prix, et puis la confiance finalement qu'on a dans cette ressource. Surtout dans les pays émergents où le gaz est en concurrence avec le charbon. Et quand il s'agit d'assurer la paix sociale et la compétitivité économique, à un moment, on a tendance aussi, vous l'avez rappelé, à fermer les yeux sur les enjeux de décarbonation et on privilégie la stabilité de court terme.
Donc donc on a cette solution de flexibilité qu'est le gaz, avec quand même un certain nombre de sujets, émissions de méthane, etc. Mais l'enjeu technologique, c'est d'investir dans toutes les solutions et les technologies de flexibilité pour le système électrique de court terme et puis de plus long terme. À court terme, on voit ce que ça va donner avec des systèmes de batterie qui assurent de l'équilibrage 1 heure, 2 heures, 4 heures. Mais le stockage d'électricité à plus long terme, sur plusieurs jours, plusieurs semaines, ça c'est essentiel. Et là, il y a immensément d'investissements et d'enjeux de R&D. Et celui qui maîtrise ça, au-delà de l'hydro, au-delà de le gaz, aura évidemment un avantage immense. Et là, le danger dans lequel on est, c'est que pour assurer cette flexibilité, on peut aussi utiliser des centrales à charbon modernes, qui peuvent s'allumer et s'éteindre avec un battement de quelques minutes. Et les Chinois vont sans doute aussi en relancer, malheureusement, du fait des défis auxquels ils font face actuellement. Alors, ce dont je parlais, enfin, je commençais à évoquer, donc dans ce qu'on pourrait appeler la géopolitique du futur, c'est évidemment le fait de passer d'une dépendance au pétrole, avec des régions bien connues, donc on a parlé notamment du Golfe des États-Unis et de la Russie, à une autre géopolitique basée sur la rareté de ressources, cette fois minérales, qui seraient par exemple le cobalt, le lithium, c'est-à-dire des minéraux qui sont raffinés et utilisés pour les batteries, mais aussi pour les moteurs électriques. Donc, et on sait le développement que ça va avoir avec la voiture électrique. Alors, est-ce qu'il y a un risque de passer d'une dépendance à une autre? Alors, qui veut peut-être Jean-Michel Valentin? Merci beaucoup. J'ai trouvé les remarques de Helle et Marc-Antoine absolument passionnantes. Et justement, en termes de géopolitique du futur, en espérant très fort que ce ne soit pas la géopolitique du présent, ce qui était évoqué à l'instant sur l'impact des événements météorologiques extrêmes sur l'énergie, ça a des effets très concrets, par exemple en Californie. La Californie qui a un réseau de distribution électrique extrêmement vétuste, privé, puisque ce sont plusieurs compagnies d'électricité, qui essayent toutes d'investir le moins possible dans l'entretien, alors que depuis quelques années, la Californie est ravagée par des méga-feux qui mettent en danger justement ce réseau électrique qui est déjà vétuste. Or, la Californie, c'est le cœur du soft power américain, avec la Silicon Valley et avec Hollywood. Or, ces deux hyper-centres industriels du soft power américain, si jamais leur alimentation en électricité est ne serait-ce que déstabilisée, c'est le soft power américain qui est drastiquement déstabilisé. Donc, cette géopolitique du futur, elle est dans le futur, mais pas loin, hein. Ça, c'est la première chose. On a déjà vu des migrations vers le Texas, d'ailleurs, enfin, pour prendre absolument. Le Texas qui commence à être très déstabilisé. Par ailleurs, nous évoquions au début de ces échanges le début de la guerre en Ukraine. Or, le début de la guerre en Ukraine a coïncidé, ça c'est vraiment une coïncidence, mais avec cette vague de chaleur terrifiante qui a touché l'Inde, le Pakistan et le Bangladesh pendant tout le mois d'avril. Et pendant tout le mois d'avril, plus d'1,5 milliard de personnes se sont retrouvées avec des températures quotidiennes entre 48 et 50 degrés. Or, 50 degrés, c'est la limite de survivabilité humaine. Que se passe-t-il si, dans un futur malheureusement proche, cette vague de chaleur se renouvelle et passe à 51, 52. Ça veut dire que des centaines de millions d'êtres humains se retrouvent menacés de mort de façon très directe. Or, 1,5 milliard de personnes, ça veut dire un être humain sur 8. En d'autres termes, c'est la police, au sens de la cité humaine, qui commence à être déstabilisée de façon fondamentale par le changement climatique.
Et c'est dans ce contexte que je me permets de rappeler que justement la transition énergétique a un rôle fondamental non seulement en termes de continuité d'alimentation énergétique de nos sociétés, mais carrément en termes existentiels. Merci pour ce tableau extrêmement réjouissant et optimiste. Moi, je peux essayer de répondre à la question. Alors, elle va répondre à la question, et puis on essaiera quand même de répondre à ma question, modeste question sur les minéraux et. Ah ben c'était ça que j'allais faire, moi, comme. Voilà, c'est gentil. J'avais une attitude toute scolaire qui consistait à essayer de répondre à la question parce que je pense que tous les éclairages sont intéressants, et puis notre sujet, il est tellement vaste qu'on peut partir dans plein de directions, et ça fait partie de l'intérêt aussi. Mais oui, alors juste parce qu'on est en France, donc on va rappeler que Philippe Varin, qui est un grand industriel, a écrit un rapport sur les matériaux critiques, et il a une perspective française et européenne, mais donc qui tend à montrer que oui, il y a un risque, disons-le comme ça au moins, qu'on passe d'une dépendance aux énergies fossiles dans cette transition qui veut décarboner à une dépendance à certains minerais ou certaines ressources minières qui sont, on va dire, cachés, c'est-à-dire c'est pas connu du grand public, mais qui sont critiques, d'où le terme, pour les batteries des véhicules, comme vous disiez, les moteurs électriques et non pas moteurs thermiques, mais aussi pour les pales d'éoliennes, pour les mâts d'éoliennes, pour les panneaux solaires, et j'en passe. Pour tout ce qui est digital aussi, en fait, pour les aimants et pour une grande partie des robots. Donc, ce rapport, il existe, il est public, et donc si on s'intéresse au sujet, on peut aller le lire. Moi, j'ai retenu juste pour aller dans le sens de votre question un élément de ce rapport il explique, et je crois sur parole, que à production électrique identique, un parc d'éoliennes marins, donc offshore, va nécessiter 20 à 40 fois plus de ressources minières qu'une centrale charbon de ce type de minéraux critiques. Donc 20 à 40 fois plus. Et à un autre endroit dans le rapport, c'est pour continuer dans les messages réjouissants, il écrit que au cours des 30 prochaines années, c'est-à-dire pour atteindre la fameuse neutralité carbone à 2050, qui est l'objectif de l'Europe, mais aussi des États-Unis et d'un autre grand nombre de pays, on va dire riches ou industrialisés, continuer à croître mais décarboner. Donc pour atteindre la neutralité carbone, 30 prochaines années, dans le rapport de Philippe Varin, il dit on va consommer autant de ces minéraux critiques que dans toute l'histoire de l'humanité jusqu'à ce jour. D'où le sujet, où sont ces minéraux et dans quel pays, est-ce qu'on va être dépendant de ces pays-là, et est-ce que, à la place de parler de Russie et d'Arabie Saoudite, on parlera de Chili et de République démocratique du Congo, qui est le premier producteur de cobalt aujourd'hui. Oui, c'est ça. Je crois que la République démocratique du Congo, ils ont presque 60% du cobalt mondial. Oui, enfin, oui. C'est considérable. Alors aujourd'hui, après, on n'avait pas le monde, n'avait pas le radar sur tout ça, voilà. Et le Chili fait du lithium et fait du cuivre, etc. Voilà, d'accord. Alors, je vais faire la transition avec. Oui, vous vouliez rajouter quelque chose rapidement? Juste vraiment pour rebondir sur les passionnantes remarques de LE. On est vraiment en pleine géopolitique. Prenons le cas justement ensuite de la compétition autour des minerais critiques et des terres rares qui étaient évoquées à l'instant. La Chine s'empare et de cette problématique de la compétition, mais aussi de la sécurisation de l'accès aux minéraux. Et elle s'en empare de façon entre guillemets malheureusement très pragmatique. Et on peut penser, par exemple, à cette multinationale de la sécurité privée et du mercenariat qu'est la fameuse entreprise Blackwater. Blackwater, qui a été créée dans les années 90, qui, après s'être investi en Irak et y avoir commis un certain nombre de choses, notamment d'horreur, s'est autodissoute après un certain nombre d'auditions au Congrès des États-Unis, s'est autodissoute pour se recréer immédiatement en 2014 à Hong Kong, en devenant le Frontier Logistics Group, et dont le CEO rappelle que désormais, ils ne s'investissent que, entre guillemets,
la sécurisation d'opérations énergétiques et minières chinoises en Afrique. Nous sommes en plein dans cette compétition internationale pour les minéraux. Je vais rajouter quelque chose parce que après, là, j'étais très disciplinée tout à l'heure. Là, je suis indisciplinée, mais je rajoute juste pour faire rire ceux qui nous écoutent et pour ne pas toujours mettre en avant la Chine. Peut-être vous souvenez-vous que Donald Trump avait prévu un voyage au Danemark avant la fin de son mandat. On lui a dit, vous allez faire quoi au Danemark? C'est quand même pas un grand pays de l'OTAN. Il a dit, si, je viens acheter le Groenland. Et le premier ministre, la première ministre danoise avait répondu, le Groenland n'est pas à vendre. Il y a beaucoup de minéraux et de ressources au Groenland. Moyennant quoi, il a annulé son voyage. Donc, il n'y a pas que la Chine et Blackwater. Voilà. Il a l'habitude de prendre des raccourcis comme ça qui permettent d'aller un petit peu elle a bien fait de dire que le Groenland n'était pas à vendre, Voilà. C'était bien, on était fiers. Tout à fait. Alors, ça fait une transition pour Marc-Antoine, parce que justement, il y avait une question. Peut-on penser que la présence de la Chine en Afrique lui a donné une force supplémentaire dans cette ambition de dominer le marché de l'énergie? La réponse est... La Chine fait pas grand-chose dans l'énergie en Afrique. Elle construit quelques barrages, ça occupe un peu ses ingénieurs. Mais enfin, c'est un prétexte. Non, c'est clair qu'il y a une présence chinoise dans le domaine de la mine. De la mine, oui. Il y a une présence chinoise un peu dans le domaine agricole, mais l'énergie, c'est pas grand-chose. Dans le pétrole, c'est pas grand-chose. Dans le gaz, c'est pas grand-chose. C'est pas ça en tout cas, ce sont pas les hydrocarbures qui les intéressent avant tout. Non, là, on parlait plutôt, visiblement, d'après ce que je comprends, de l'industrie minière. L'industrie minière. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que les prix des minerais et des métaux dits stratégiques ou critiques étaient très bas pendant les 10 dernières années, dans l'ensemble. Donc, personne ne s'en est occupé. Les seuls qui s'en sont occupés, c'est ceux qui sont capables d'avoir une politique industrielle menée par l'État et donc d'investir à perte beaucoup d'argent, très long terme, sans avoir besoin d'aller sur le marché pour lever des fonds pour ces activités très capitalistiques, très risquées, etc. Voilà. Donc aujourd'hui, la conséquence, elle est effectivement sérieuse, c'est-à-dire que l'ensemble, la quasi-totalité de ces métaux, etc., d'une façon ou d'une autre, est aux mains d'acteurs chinois. Ça veut dire que c'est pas juste l'extraction, c'est aussi la transformation, ce qu'on appelle le raffinage, qui est en fait souvent l'élément dans la chaîne de valeur la plus essentielle en fait, parce qu'on en trouve partout des ressources, mais cette brique-là est très technologique, et souvent ce sont les Européens ou les Américains qui ont transféré les technologies aux Chinois, parce que d'ailleurs en passant c'est très polluant, donc ça c'était quand même très commode de voir ces activités-là délocalisées en Chine. Alors maintenant, c'est pas la fin du monde parce que les cours de ces matières premières se sont envolés. Alors ils sont très volatiles, mais dans l'ensemble, ça veut dire que ça entraîne un effet offre, production, donc l'industrie minière se réveille, etc. Le deuxième élément que ça provoque, c'est que bien sûr toute la R&D et des acteurs comme, alors je parle pas pour vous, mais enfin tous les grands acteurs industriels se disent mais si le cobalt est si critique et aux mains des Chinois il pose problème, il faut que je développe d'autres chimies des batteries pour moins dépendre du cobalt et par exemple tirer davantage sur le phosphate dans les mélanges. Problème étant c'est que pour l'instant il y a toujours du nickel et dans le nickel on retombe sur des pays alors qu'ils sont pas tous comme la RDC, mais c'est l'Indonésie où tout cela est alimenté par des centrales à charbon la très Nouvelle-Calédonie, etc. Il y a un peu la Nouvelle-Calédonie, mais la Nouvelle-Calédonie ne transforme pas à l'extrême, et tout est transformé ailleurs pour l'essentiel. Donc voilà, on retombe sur ce genre de problématique, et maintenant, notre défi à nous, c'est de recycler tout ça, c'est de collecter, c'est de recycler, et puis d'éviter des aberrations. Je vais vous en citer une. C'est qu'aux États-Unis, on a découvert le véhicule électrique, on a compris que, bien sûr, il n'y avait pas que des Tesla, mais il y avait autre chose, et donc on est en train d'électrifier des SUV de 2 tonnes avec des batteries qui font 200 kWh de capacité. Donc c'est totalement absurde, parce que un véhicule comme ça, c'est l'équivalent de 7 à 8 batteries pour des petites voitures. Donc voilà, là il y a des aberrations qu'il faut évidemment éviter. Sinon, on n'y arrivera pas. Mais il y a un vrai sujet de goulot d'étranglement lié à ces métaux et minerais. Mais je vais juste en mentionner un deuxième, peut-être, qui va intéresser nos enseignants. C'est celui de la disponibilité d'une main-d'œuvre compétente, qualifiée, abondante dans les secteurs des technologies bas carbone, etc. Parce que là, en fait, on fait un immense saut dans l'inconnu. Je vais vous donner un exemple. Vous êtes en Allemagne, dans une ville en Allemagne, vous voulez faire une réparation de plomberie chez vous. Bonne chance.
Et là, maintenant, on m'explique qu'il va falloir multiplier par 3 ou 4 le rythme de rénovation dans le bâtiment pour atteindre des objectifs d'efficacité énergétique qu'on n'atteindra jamais, évidemment, à des coûts exorbitants quand vous n'avez pas la main-d'œuvre pour faire des réparations de base chez vous. Il n'y a plus de plombiers polonais? Les plombiers... En tout cas, les plombiers ukrainiens qui étaient en Pologne, ils combattent. Ceux qui étaient au Royaume-Uni sont rentrés en Pologne, donc il y en a peut-être un peu plus. Mais bon, on caricature. Mais la question, c'est quand même, il va falloir une vraie stratégie industrielle de main-d'œuvre, etc., pour accompagner tout cela. Et de reconversion aussi d'emplois. C'est-à-dire que les emplois dans le charbon vont devoir être reconvertis, par exemple, dans l'éolien, dans la maintenance d'équipements, etc. Tout ça, ça s'invente pas, ça s'organise, mais il y a d'immenses problèmes qui arrivent. Parce que si vous devez payer 8 000 € votre technicien de base, évidemment, ça ne sera pas possible. Et en plus, vous n'êtes même pas sûr à ce tarif-là de l'avoir. Alors, ça tombe bien, parce que finalement, vous nous amenez à la dernière partie de notre discussion, qui sera un petit peu plus prospective, c'est-à-dire, et puis surtout, parler un peu de solutions. Jean-Michel, vous nous avez parlé, vous nous avez décrit un tableau apocalyptique. Hein, c'est ce que vous avez décrit, c'est un petit peu ça. C'est un peu pratique quasiment la fin du monde, en tout cas tel qu'on le connaît. Est-ce qu'il y a un moyen d'éviter ça? Vous savez, quand on s'occupe comme moi d'études stratégiques, la question c'est pas tellement d'être optimiste, pessimiste, etc. C'est de faire de la bonne prospective, et c'est la bonne prospective qui permet d'éviter les plus gros écueils, ou au moins d'atténuer les chocs. Personnellement, ces affaires d'optimistes et pessimistes, ça me fatigue. Est-ce qu'on va reprocher à des pompiers d'anticiper les incendies? Personnellement, je pense pas. Mais en revanche, on va les encourager à s'y préparer. Et d'ailleurs, il va falloir qu'ils se préparent au méga incendie dans le nord de la France. Ceci étant, ce qui est très intéressant d'observer aujourd'hui dans le domaine de la transition énergétique, c'est qu'elle devient en réalité indissociable de l'adaptation au changement climatique. Et elle devient un nouveau moteur de distribution internationale de la puissance. Par exemple, des pays qui sont en train d'investir massivement dans la transition énergétique. Eh bien, c'est notamment les grandes puissances pétrolières que sont les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite. C'est aussi une grande puissance technologique comme Israël. Et ce qui est tout à fait étonnant, c'est de voir que des accords industriels, technologiques et scientifiques sont en train de se multiplier entre ces pays qui ont été des ennemis acharnés pendant des décennies et qui se rapprochent pour des raisons aujourd'hui et géopolitiques, et industrielles, et énergétiques, et climatiques. Et par ailleurs, cette espèce de nexus Israël, Arabie saoudite, Émirats arabes unis, bien multiplie aussi les accords scientifiques, technologiques et énergétiques avec la Chine. Donc, ce qui est en train de se passer, c'est que la question de la transition énergétique, pour ces enjeux et climatiques et sociaux que nous évoquions il y a quelques minutes, elle est en cours. Elle est en cours et en fait, d'un point de vue géopolitique, on peut dire que c'est la nouvelle course à la puissance. Et ce sont ceux qui seront les plus avancés dans la transition, qui seront aussi les plus puissants, non pas dans le monde de demain, mais dans le monde de tout à l'heure. Et le Christophersen, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que il y a quelles sont les voies que vous envisagez? Vous faites de la stratégie pour une très grande compagnie énergétique, donc comment vous voyez le chemin qui permettrait à la fois de concilier cette transformation et puis cette adaptation, puisqu'il y a un certain nombre de choses qui sont déjà maintenant inscrites dans l'histoire. Comment vous voyez les choses ?
Alors, on peut prendre notre exemple, si vous voulez, de Total Energy, mais de manière plus large, je voudrais juste dire que j'étais heureuse d'entendre que la fin du monde, enfin, j'ai pas bien compris si c'était, on y était ou pas. J'ai cru comprendre qu'il y avait peut-être une petite porte de sortie. Donc, ouf, merci, la semaine finit bien. Non, je pense que, on le sait en Europe, on le dit, mais je pense qu'on peut faire encore mieux, toujours mieux. Il faut investir dans l'industrie, il faut investir dans les compétences, il faut investir dans la R&D, il faut investir dans la formation, il faut, vous l'avez dit, Marc-Antoine, il faut investir dans la requalification. Donc, mais ça, on le dit. Voilà. Mais donc voilà, mais il y a des choses positives qui se passent. On va essayer d'être un peu positif. Nous, on a acheté il y a 6 ans déjà une société qui fait des batteries pour des applications industrielles et pas du tout pour les véhicules. Mais la politique européenne, la Commission européenne a décidé de favoriser l'industrie des batteries pour véhicules électriques en Europe et pas le fait que des Coréens ou des Chinois mettent leur techno chez nous. C'est bien, mais ça reste une dépendance par rapport à eux, à ces pays-là. Et donc, elle a débloqué des subventions pour créer une filière des batteries pour véhicules électriques en Europe. Et on a accepté d'aller là-dedans, alors que c'est pas nos métiers. On n'est pas équipementier automobile et on fait ça avec Stellantis et un grand constructeur automobile allemand avec des subventions de la Commission, ce qui me semble être une chose intelligente à faire, parce que c'est un pari technologique à très faible risque que de se dire que c'est bien pour l'Europe d'avoir une technologie, on va dire souveraine, en tout cas propre, sur les batteries. Nous, en tant qu'entreprise énergétique, on souhaite évidemment être un grand acteur de ce qu'il y a devant nous, c'est-à-dire cette transition énergétique et ce monde décarboné. On a une ambition de neutralité carbone. On investit aujourd'hui plus du quart de nos investissements, donc de nos investissements annuels dans les renouvelables. On fait ce pari-là et on est très confiant, effectivement, sur le fait que les renouvelables ont un boulevard devant eux. Après, le sujet c'est, comme on l'a dit tout à l'heure, qui fera les turbines et qui fera les panneaux. D'accord. Puis il y a plein d'autres sujets sur les renouvelables. Mais voilà, il faut ouvrir les options et il faut investir dans les compétences et la R&D et l'Europe en a les moyens. Et je trouve plutôt que par rapport à il y a 30 ou 20 ans, la Commission et donc l'Europe progressent. Alors peut-être pas à la vitesse qu'il faut, mais je trouve qu'il y a plutôt. C'est ça la question, oui. Pas à la vitesse qu'il faut. Marc-Antoine, est-ce que le sujet de la vitesse, on sent qu'il est crucial puisqu'on est de plus en plus le dos au mur, donc c'est assez logique qu'on se pose la question de la vitesse. Donc comment on peut passer la vitesse supérieure? D'abord, il faut ce genre de choc qu'on est en train de vivre, parce que sans ça, finalement, chacun trouve que les choses peuvent aller telles qu'elles sont et en poussant un tout petit peu plus. Or, c'est pas le cas, évidemment. Il y a quand même des bonnes nouvelles. Pour la première fois, les prix de l'énergie montent. On a besoin de prix de l'énergie plus chers, en réalité, pour amorcer ces transformations, pour les financer, pour donner les bons signaux aux consommateurs. Bien sûr, tout ça doit être accompagné pour les plus vulnérables. Mais il est clair que c'est l'une des principales conditions. La transition énergétique est chère. C'est un mirage de croire que cela n'a pas d'impact, on va dire, macro-financier. Bien sûr que non. Ça, je crois que ces 2 jours, on a bien compris que ça allait nous coûter cher. La deuxième chose, c'est que là, pour la première fois, avec cette crise, on comprend, d'ailleurs, comme en 73. Alors, ceux qui ont vécu, moi j'étais trop jeune, je n'étais pas né d'ailleurs, mais ceux qui ont vécu les crises de 73 me disent oui, bien sûr, l'efficacité énergétique, Hélas. on en parlait, on avait fait des efforts, on faisait des économies, et puis on a tout oublié. Ouais, sauf que cette fois, je pense pas qu'on va tout oublier. Encore une fois, parce que tout cela, en fait, toute cette transformation va coûter beaucoup plus cher, et donc de toute façon, on aura un intérêt à économiser. La troisième chose, moi, qui me réjouit, et on en a un peu parlé sous différentes formes, c'est, ça y est, on a compris qu'il faut une vraie politique industrielle basée sur les technologies bas carbone. Alors, il faut éviter que à l'échelle mondiale, ça donne lieu à un nouveau protectionnisme, etc., et à des guerres commerciales, tarifaires, technologiques, normatives, parce que on serait tous perdants de cela. Mais le fait est qu'il faut que les technologies soient produites, en tout cas des éléments critiques chez nous, pour des raisons de souveraineté, pour des raisons d'emploi et pour des raisons d'empreinte carbone. Et donc ça commence à arriver, et les Chinois font la même chose, les Américains font la même chose, les Japonais font la même chose, et nous, on s'y met. Alors on s'y met à 27, avec un passif quand même très naïf sur le sujet. Donc le rattrapage est un peu douloureux, mais on y arrive. Et l'exemple sur les batteries le montre, et il y en a d'autres, sur l'hydrogène, sur les métaux qui sont en train de se monter, sur le solaire, etc. Donc ça va dans le bon sens. Et la dernière chose, peut-être quand même, c'est on est en train, je crois, de comprendre que les déchets sont une valeur, sont une ressource,
Et ça aussi, je pense que ça va être très important pour cette transition, cette accélération. Alors, il faut que le cadre réglementaire aille, etc. Mais voilà, encore une fois, l'augmentation des coûts, des prix des énergies, des produits, etc., va aider aussi probablement à accélérer des meilleures pratiques de tout ce qui est réutilisation, recyclage, etc., les fameux plusieurs R qu'on cite régulièrement. Et peut-être un dernier point quand même, c'est que un monde de grande confrontation géopolitique nous permettra encore moins d'atteindre nos objectifs climatiques. En gros, si les États se réarment, au lieu, alors qu'ils ont les dettes de la pandémie, alors qu'il y a les dettes de l'inflation, etc., si en plus on fait un réarmement généralisé, et que ce soit en Chine, que ce soit aux États-Unis ou ailleurs, on n'aura pas les ressources pour investir dans la transition. Et donc à un moment ou à un autre aussi, il faudra que voilà, il y ait un apaisement géopolitique pour pouvoir consacrer les ressources à la transformation environnementale et écologique. Et un dernier point d'ailleurs, en passant, on se concentre beaucoup sur les gaz à effet de serre, bien sûr sur le dioxyde de carbone, bien sûr sur les secteurs de l'énergie et de l'industrie, mais la biodiversité joue un rôle absolument colossal. Si on s'occupait mieux de nos forêts, si on réglait un certain nombre d'enjeux liés aux océans, on aurait évidemment des gains, ou en tout cas ça ralentirait les dégradations environnementales et climatiques très très fort. Et là, il y a peut-être énormément d'endroits où on peut agir finalement à peu de frais, mais avec un impact très important. Alors, il nous reste quelques minutes pour conclure. Donc, vous m'avez déjà mâché le boulot là, parce que finalement, effectivement, la question de la géopolitique, c'est une table ronde sur la géopolitique. Donc, la question, c'est effectivement, est-ce qu'il y a des moyens d'atténuer, en tout cas de réduire le risque géopolitique. Quels sont ces moyens? Elle par exemple. Je suis d'accord avec ce qui a été dit, y compris sur la biodiversité, etc. Je préfère m'inscrire sur une note positive là pour la fin de la semaine plutôt que dire qu'il n'y a rien à faire. Alors, je reprendrai ce qu'a dit Varin parce que j'aime bien Varin et que son rapport est intelligent et que le sujet est clé. Mais tout ce qui est nouveau partenariat, on peut faire. Lui, il appelle ça, je crois, de la diplomatie des métaux. Et on a un grand continent qui a de l'hydro, qui a des ressources minières, etc. L'Afrique, donc ça peut peut-être relancer aussi des partenariats. Et il y a tout l'enjeu pour décarboner, atteindre la neutralité carbone. De toute façon, il faut que les pays riches aident les pays émergents. Donc on peut peut-être essayer de faire d'une pierre deux coups, faire des partenariats et aider aussi. Voilà. Jean-Michel Valentin, est-ce que c'est un moment de la diplomatie aujourd'hui? C'est un moment de transformation de la diplomatie parce que les scissions internationales que la guerre en Ukraine, mais aussi les tensions entre la Chine et les États-Unis sont en train d'engendrer sont absolument majeures. C'en est au point que après la crise de Taïwan de cet été, le gouvernement chinois a annoncé ses plus grandes réserves quant au fait de continuer à participer aux négociations internationales sur le climat. Donc il y a un problème. En revanche, quand on voit l'impact qu'ont déjà la combinaison entre les tensions géopolitiques et le changement climatique, ce qui est très favorable, me semble-t-il, c'est que justement ça permet d'accélérer, d'amplifier la compréhension à tous les niveaux des enjeux liés à la transition énergétique. Et comme le disaient Helle et Marc-Antoine, la transition énergétique, ça va peut-être coûter cher, mais ça va coûter beaucoup moins cher que si elle n'avait pas lieu. Donc, vive la transition énergétique. Bon, voilà, ça me paraît une conclusion assez bonne pour l'ensemble de ces 2 journées et puis pour notre table ronde. Merci à tous. Merci. Bravo pour le mot de la fin.